Bonjour à tous, amis africaines, amis africains, peuple malien, en ce dimanche 5 juin 2022, je vous salue. Un scandale de plus, un scandale de trop. Un sommet de la CEDEAO vient d'avoir lieu et ce sommet révèle de manière encore plus scandaleuse, au plus grand jour, la volonté obsessionnelle, la volonté démoniaque, la volonté criminelle du plus grand des vassaux de la mafia de la France-Afrique sur le sol africain, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara s'acharne contre le peuple malien. Il s'acharne contre les forces d'émancipation du continent africain. Oui, le sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir a vu éclater violemment, de manière virulente, le désaccord entre les chefs d'État, ou plutôt les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, francophones notamment, à propos de l'avenir de la sous-région. Un certain nombre de dirigeants politiques, dont notamment celui qui assure aujourd'hui le pouvoir de façon illégitime et illégale au Togo, Faure Gnassingbé. Pour une fois, on fait preuve d'un certain courage pour dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il était temps de desserrer l'étau contre le Mali pour 3 raisons. Première raison, les textes de la CEDEAO, les textes de l'UEMOA n'autorisent pas les autres États membres de ces 2 organisations de punir le Mali en volant ses fonds souverains dans la Banque centrale. Punir le Mali en lui infligeant des sanctions diplomatiques. Punir le Mali en lui infligeant un embargo commercial, économique. Punir le Mali en le privant de ses droits d'accès à la mer. La deuxième raison, avancée par les dirigeants politiques qui ont estimé qu'il était temps de lever les sanctions, c'est qu'une cour de justice d'Afrique de l'Ouest, la cour de justice de l'UEMOA, a siégé et a condamné les décisions, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines du 9 janvier 2022. Ces dirigeants politiques ont dit à Alassane Dramane Ouattara que ce n'est pas normal qu'on ait des cours de justice à l'intérieur des organisations sous-régionales, que les décisions de ces cours de justice ne soient pas respectées pour des motifs politico-politiciens. Parce que si cela était accepté, cela veut dire que n'importe quel autre État de la sous-région ouest africaine peut se retrouver sanctionné comme le Mali, alors même que les juges disent que ces sanctions doivent être levées. Donc, les chefs d'État ont expliqué à Alassane Dramane Ouattara que cette manière d'utiliser la CEDEAO pour punir le Mali, d'utiliser l'UEMOA pour punir le Mali, leur fait peur. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, on peut utiliser ça. Mais contre le Togo, on peut utiliser ça contre la Guinée-Bissau. À tout moment, on peut utiliser la même stratégie contre le Bénin. On peut utiliser la même stratégie contre tous les États.
Dès lors qu'Alassane Draman Ouattara, le vassal en chef de la France-Afrique, aurait le soutien de ses patrons parisiens, le soutien de l'Union européenne, alors il s'ensuivrait qu'on peut utiliser la CEDEAO à tort et à travers contre n'importe quel pays ouest-africain. C'est le deuxième argument qu'ils lui ont fait valoir. Enfin, ils lui ont fait valoir un troisième argument. C'est l'inefficacité des sanctions. Les sanctions sont inefficaces. Pourquoi? Dans le plan de la CEDEAO et de l'UEMOA en janvier 2022, il était prévu que le gouvernement de transition du Mali tombe en moins de 2 semaines. Ce gouvernement devait tomber en moins de 2 semaines. D'ailleurs, dans l'audio où Alassane Draman Ouattara s'exprime avec l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé, Alassane Ouattara dit qu'ils ne tiendront même pas 1 mois. Donc, quand les sanctions ont été mises en place en janvier 2022, il était prévu, mes chers amis, que le gouvernement de transition du Mali tombe avant la fin du mois de janvier 2022. Et ainsi, on aurait provoqué un nouveau coup d'État, on aurait provoqué une nouvelle transition et imposé à la tête du Mali des hommes politiques à la botte de la France-Afrique et reconduit, pour ainsi dire, la même bouillabaisse dont le peuple malien s'est débarrassé en mettant sur le banc de touche le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les chefs d'État opposés aux sanctions ont fait valoir que, mais vous nous avez dit ici que le régime malien allait tomber en 2 semaines. Mais janvier est passé, ce régime n'est pas tombé. Février est passé, le Mali est debout, remportant même des prix dans certains domaines. Par exemple, prenant la première place dans la production du coton sur le continent, le Mali continuant à doter son armée, le Mali remportant des victoires éclatantes contre les terroristes, le Mali réussissant à continuer à entretenir son administration, à entretenir son économie et à maîtriser l'inflation. Donc, les sanctions se sont avérées inefficaces parce que le Mali a donné la preuve qu'il pouvait vivre, survivre et même mieux vivre et même réussir malgré et avec ces sanctions. Voilà les 3 arguments que les chefs d'État, fatigués de suivre la dictée d'Alassane Draman Ouattara et de ses maîtres parisiens, ont fait valoir. Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum notamment, étaient déterminés, s'ils ne pouvaient pas faire accepter le maintien des sanctions contre le Mali, ils étaient déterminés à empêcher leur levée en utilisant leur droit de veto à l'intérieur de la conférence des chefs d'État. Dans la conférence des chefs d'État, lorsqu'une décision doit être prise, lorsque un certain nombre de pays, dont notamment la Côte d'Ivoire, qui est réputée représenter 40% des économies de l'Afrique de l'Ouest francophone, ne sont pas d'accord, les décisions sont bloquées. Donc Alassane Draman Ouattara, malgré l'argumentation des autres chefs d'État en faveur de la levée immédiate des sanctions, Alassane Ouattara s'est opposé fermement, a donné des instructions fermes à son homme de main, Jean-Claude Brou, qui usurpe actuellement la présidence, qui usurpait encore la présidence de la commission de l'UEMOA, de maintenir par tous les moyens possibles, au minimum, le statu quo entre la CEDEAO et le Mali. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce maintien des sanctions et le report de la décision de la CEDEAO au mois de juillet? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 juin, si je ne m'abuse. L'objectif est le suivant. Alassane Draman Ouattara et ses maîtres croient que, en ce courant juin 2022, ils auront des opportunités de renverser par coup d'État le gouvernement de transition du Mali. Je recommence. Ils se donnent 1 mois pour tester leur nouvelle stratégie de déstabilisation que je vais vous décrire de manière succincte.
continuer à partager cette conversation dominicale. Je sais, ça faisait quelques jours que vous ne m'aviez pas vu. Eh bien, il arrive que nous nous mettions en retraite pour reposer le corps, l'âme et l'esprit avant de reprendre le combat. Aux uns et aux autres, je voudrais dire qu'il faut qu'ils se rassurent. Le serviteur des pains spirituels, la liberté des Africains, va bien, et même très bien. Par la grâce du Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, nous sommes bons et très bons pour le combat. J'attendais en particulier les conclusions de ce sommet pour revenir en première ligne et vous parler. Voici les stratégies qu'ils ont décidé de mettre en place pour faire tomber le gouvernement de transition à très court terme. Première stratégie, ils ont décidé d'instrumentaliser la religion au Mali à travers la figure de l'imam Dicko. Ils lui ont donné tous les médias de la France-Afrique, ils lui ont donné RFI, France 24, Le Figaro, ils lui ont donné Jeune Afrique, ils lui ont donné Libération, ils lui ont donné La Croix, ils lui ont donné tous les médias mainstream de la France-Afrique pour se positionner comme le nouveau chef de l'opposition contre le régime de transition au Mali. L'objectif étant que, sous couvert de défendre éventuellement l'imam Dicko au cas où celui-ci serait arrêté, des manifestations violentes éclatent à Bamako qui seront le motif pour que les factions armées qui sont tapies dans l'ombre à Bamako et à l'intérieur du Mali, y compris à l'intérieur des forces étrangères présentes sur le sol malien, passent à l'action pour renverser le régime d'Assimi Goïta. Sur ce premier plan, ils ont eu un grand problème. C'est que le gouvernement malien n'est pas tombé dans leur piège. Quand Dicko est sorti pour s'attaquer à la transition, Dicko a dit lui-même qu'il sait qu'après avoir parlé, dès qu'il va sortir de la salle du forum de Bamako où il a déblatéré, il sait qu'il sera interpellé. Le gouvernement malien a vu ça. Dicko est sorti après avoir raconté sa vie, qui n'intéresse personne véritablement à Bamako, et personne ne l'a arrêté. Donc le plan de déstabilisation à travers Dicko est tombé en panne, parce que Dicko n'a pas mérité d'être pris et d'être incarcéré. Ce qui aurait permis de passer à la phase B de leur plan, la mobilisation de partisans soi-disant de Dicko, mais en fait partisans de l'ancien régime, laquelle mobilisation serait le cache-sexe de l'activation de leur réseau armé. Ça, c'était le premier plan. Le deuxième plan, c'est qu'ils sont en train de faciliter le regroupement à la frontière nord-est du Mali, c'est-à-dire à la frontière entre le Mali et le Niger, mais également à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Tout le côté est du Mali est un espace dans lequel, avec la complicité de ceux qui ont tué Kadhafi, détruit la Libye, massacré 100 000 Libyens pour que l'Afrique, le Sahel soit déstabilisé, ils sont en train de masser des troupes rebelles, déguisées bien sûr sous les noms d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ils sont en train de les masser actuellement tout le long de la frontière est et nord-est notamment du Mali. Vous allez remarquer que dans leurs médias, ils communiquent fortement dessus, en disant, on observe qu'il y a une concentration énorme de djihadistes de l'État islamique au nord-est. La partie nord du Mali n'est plus contrôlée. Lisez leur presse. Vous vous rendrez compte qu'ils font le travail de relais de cette stratégie. Le but, c'est quoi? On va assister dans les prochains jours à une tentation d'invasion massive contre le Mali à partir des frontières nigériennes, burkinabé et même d'une partie de la frontière algérienne. Je recommence. C'est le deuxième plan dans lequel ils sont actuellement. Organiser une attaque simultanée sur plusieurs fronts, mais notamment à partir de la frontière est, frontière sud-est, frontière centre-est, frontière nord-est. Ils ont l'intention d'organiser une attaque qui oblige les forces armées maliennes à se grouper vers l'est. Et ainsi, lorsque les forces armées maliennes se grouperaient vers l'est, ils vont attaquer au centre
ils vont attaquer au sud, donc à Bamako. Donc l'idée, c'est de créer une vaste attaque de diversion sur la frontière Est, d'attirer les forces armées maliennes sur la frontière Est, et pendant qu'elles seront sur la frontière Est, activer alors eh bien, les commandos qu'ils ont infiltrés au sud, infiltrés dans la capitale, pour une attaque. Et si Alassane Dramane Ouattara a insisté pour empêcher la levée des sanctions, si Alassane Ouattara a persisté, c'est parce qu'il est au courant et il est un acteur essentiel de ce plan de déstabilisation. Voilà le deuxième plan. Voilà le deuxième plan. Enfin, ils ont bien sûr un troisième plan. Leur troisième plan, ils n'y ont jamais renoncé. À défaut de pouvoir vaincre les FAMA sur les fronts et à l'intérieur du pays, leur troisième plan aura toujours été d'essayer, dans l'absolu, la décapitation directe de la transition par l'assassinat du président du régime de transition, le colonel Assimi Goïta, et notamment du Premier ministre, des ministres de la Défense, ministres de la Communication, bref, ce qu'on appelle les colonels qui leur font peur. Donc, ils ont un troisième plan, c'est l'assassinat ciblé des plus hautes personnalités de la transition, ce qui, de facto, va provoquer un vide politique, et dans ce vide, permettre à tous les vieux crocodiles de réémerger, et dans ce mélange-là, repositionner un valet de la France-Afrique. Mes chers amis, voilà les trois plans. Ils se sont donné un mois pour les tester. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 5 juin 2022. Vous aurez tout le temps de vérifier les trois plans dont je viens de vous parler avant les prochaines assises de la CEDEAO en juillet. Maintenant, qu'est-ce qui me permet de penser qu'ils vont échouer? Ils vont échouer parce que le peuple malien est plus que jamais mobilisé en soutien aux forces armées maliennes, en soutien au Conseil national de transition, en soutien au régime du président Assimi Goïta. Voilà la première raison pour laquelle ils vont échouer. C'est le soutien populaire immense, qui est tel que un individu comme l'imam Diko, pour l'écrasante majorité des Maliens, est politiquement insignifiant. Les Maliens lui ont donné le nom de Neymar, le dribbleur imam de Badalabougou. Les musulmans et les musulmanes du Mali ne sont pas tombés dans le panneau, dans le piège de Diko, malgré la campagne extraordinaire que lui a offert la presse de la France-Afrique. Les Maliens ne sont pas tombés dans le panneau. La deuxième raison pour laquelle ils vont échouer, c'est que, contrairement aux années précédentes, l'armée malienne dispose d'un renseignement optimal, un renseignement satellite optimal sur les mouvements de troupes sur son sol. Contrairement aux années précédentes, l'armée malienne dispose déjà d'un embryon sérieux d'armée de l'air, d'un équipement qui va monter rapidement de la dizaine à la trentaine d'hélicoptères de combat. Hélicoptères de combat dernier cri. Donc l'armée malienne dispose de la force de feu nécessaire pour détruire n'importe quelle colonne. Je dis même une colonne qui serait constituée de la puissance néocoloniale elle-même peut être détruite par l'armée malienne aujourd'hui. Il y a aujourd'hui sur le sol malien un équilibre qui se poursuit dans le rapport de force. C'est la deuxième raison pour laquelle je vous dis qu'ils vont échouer. La troisième raison, c'est que ce mois de juin va être décisif. Le Mali a l'occasion de débarrasser son sol du maximum de forces étrangères hostiles, en refusant et en faisant refuser au Conseil de sécurité des Nations Unies la reconduction automatique, creuse et nulle du mandat de la MINUSMA sur son sol.
ce mois de juin va être un mois décisif pour le Mali. Parce que le Mali va demander et exiger certainement au Conseil de sécurité des Nations Unies que la composition de la MINUSMA soit faite conformément aux accords bilatéraux que le Mali lui-même aura passés avec les puissances. S'il faut que la MINUSMA reste au Mali, cette MINUSMA ne doit être composée que d'armées de pays avec lesquels le Mali a des accords bilatéraux, des accords de défense et de sécurité, des accords militaires bilatéraux. Il s'ensuit que le gros de la MINUSMA au Mali, aujourd'hui, ne peut être composé que par, notamment, l'armée russe. Et toutes les armées de pays africains avec lesquels le Mali a passé un accord militaire. Il s'ensuit en fait que ce mois de juin doit voir le départ de toutes les forces européennes du sol malien. Non seulement les forces françaises, elles, la porte de sortie leur a été montrée, elles sont en train de se retirer, avec une lenteur dilatoire que vous connaissez vous-même. Mais toutes les forces européennes, les forces des 17 pays européens qui ont menacé le Mali en décembre 2021, toutes ces forces ont vocation à se retirer. L'autre chose que vous allez voir en ce mois de juin, c'est que le Mali, qui a bien vu comment on essaye de contourner sa décision souveraine d'être la seule armée sur son sol à faire la loi, le Mali va devoir accélérer ces opérations d'autonomisation, puisque vous avez bien noté qu'entre-temps, la CEDEAO s'est inféodée à l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La CEDEAO s'est inféodée à l'OTAN dès lors que les chefs d'état-major des armées ouest-africaines de la CEDEAO se sont soumis à la caporalisation, à la vassalisation, au contrôle par le chef du commandement militaire de l'OTAN pour l'Atlantique Sud et qui prétend imposer la volonté occidentale, la volonté de la coalition occidentale sur les peuples africains. Or, si la CEDEAO est inféodée à l'OTAN, et comme l'OTAN est une coalition militaire occidentale dirigée par les États-Unis, il s'ensuit que le gouvernement de transition du Mali actuel, ayant pour principal allié la Fédération de Russie, qui est traitée par l'OTAN comme une puissance ennemie, il s'ensuit que le gouvernement du Mali ne pourra pas assurer pleinement la sécurité de son territoire en acceptant de continuer à appartenir à une organisation sous le contrôle d'une puissance qui est la principale ennemie de son allié principal, la Russie. Je peux donc vous dire, à partir de cette analyse logique, que incontestablement, et je conclus sur ce point, le Mali va être obligé de quitter la CEDEAO. À très court terme, incontestablement, le Mali va être obligé de quitter la CEDEAO. D'abord parce que je ne crois pas qu'au mois de juillet, la CEDEAO se réunisse pour lever les sanctions contre le Mali. Cela n'arrivera jamais tant qu'Alassane Draman Ouattara, Bazoum et tous les chefs d'État de la sous-région qui sont vassaux du néocolonialisme français seront au pouvoir. Il n'y aura jamais une décision en faveur du peuple malien. Je crois que le gouvernement de transition a bien compris qu'il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Ils ne changeront point. Mais, non seulement ils changeront point, mais entre-temps, ils sont en train d'inféoder la CEDEAO à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est la principale organisation militaire ennemie de la puissance russe, alors que la puissance russe est la principale alliée du mouvement émancipatoire malien et même africain actuel. Donc, mathématiquement, le Mali ne va pas demander d'un côté aux forces françaises de se retirer de son sol et de l'autre se soumettre à une organisation qui donne le droit aux forces françaises d'intervenir sur son sol. Parce qu'en fait, ce que la CEDEAO est en train de faire comme coopération avec l'OTAN, ça consiste à dire quoi? Que les mêmes forces auxquelles le Mali demande de quitter son sol auront le droit d'agir sur le Mali. Parce que si le Mali est membre de la CEDEAO et que la CEDEAO a accepté de travailler sous la direction de l'OTAN, cela veut dire que la CEDEAO aura donné donc le pouvoir à l'OTAN, c'est-à-dire
à la France, aux États-Unis, à toute la coalition occidentale, eh bien, d'agir militairement au Mali. C'est un piège dangereux dont les autorités maliennes, eh bien, devront sortir incontestablement à très court terme. Voilà la deuxième raison pour laquelle je suis convaincu que, eh bien, la rupture est imminente. La grande rupture est imminente. Enfin, troisième point pour lequel je pense que c'est imminent, le fonctionnement de l'économie malienne, avec les restrictions, les sanctions illégales et inhumaines, les blocages qui ont été imposés depuis le mois de janvier, ce fonctionnement-là ne peut pas continuer comme cela. La résilience malienne, sans une monnaie contrôlée par le gouvernement malien, une monnaie nationale souveraine, cette résilience, je le dis, elle a aussi des limites. Le Mali sera obligé de prendre toutes ses responsabilités pour pouvoir piloter son économie, piloter son développement.